parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre sur Radio Espace Guinée, sur Espace TV. Nous sommes le 3 mai, journée internationale de la liberté de la presse. Oui, bien évidemment, on va parler de la presse ici en Guinée, en Afrique et dans le monde. Vous le savez, l'occasion est mise à profit pour faire le point de la situation. Qu'en est-il dans notre pays? Nous recevrons des invités, mais vous le savez, l'émission interactive, vous pouvez donc interagir au sujet ici développé en studio en nous écrivant au 657 39 13 13, mais aussi sur Twitter au hashtag Espace GG. Nous nous ferons le plaisir de les relayer, bien évidemment, vos réactions dans la deuxième partie de l'émission Les Grandes Gueules. Encore une fois, merci de nous rejoindre. La liberté de la presse n'est pas un privilège pour le journaliste, mais un droit pour le citoyen. C'est ce que dit l'UNESCO, qui propose comme thème de la célébration de cette année l'information comme bien public, enjeu régional et perspective. C'est l'occasion donc pour les professionnels de médias de parler de leur métier. Chaque groupe, chaque grand ensemble peut alors faire l'état des lieux dans son pays ou sa région, noter les progrès et faiblesses. Nous proposons l'émission de ce matin à deux niveaux. D'abord, en Guinée, les efforts ont été fournis. En Guinée, des efforts ont été fournis, oui, je le dis bien, à présent par les pouvoirs publics depuis 2005 pour promouvoir la presse libre. Il écrit bien, Jacques Lewaleno, la libéralisation des ondes et la dépénalisation des délits de presse sont des actes parmi d'autres consacrés par les textes qui gouvernent le pays. L'évaluation peut être faite. On note au passage des interpellations de journalistes, la suspension de quelques médias. À ces réalités souvent dénoncées s'ajoutent les difficiles conditions de vie et de travail des employés des médias privés qui se sont créés jusqu'ici. Quelle lecture fait-on de l'exercice du métier de journaliste en Guinée? Analyse ce matin en compagnie de Alpha Kabinet Doumbouya, tenez-vous bien, journaliste, éditorialiste, ancien directeur général de la radio-télévision guinéenne, Ibrahima Sori Traoré, administrateur général du site guinée7.com qui se bat difficilement pour mettre en place une radio. Cheikh Tidiane Diallo, directeur national des services publics et des relations avec la presse privée. Il sera avec nous pour débattre du sujet. L'Afrique de l'Ouest et l'ensemble du Sahel font face à la grande criminalité, le terrorisme difficile à maîtriser, le trafic de drogue, les rébellions armées et conflits politiques. C'est une région où l'exercice du métier de journaliste est très difficile. Des zones restent inaccessibles pour les reporters. Les médias se contentent donc souvent de l'aspect superficiel de certains sujets qui préoccupent pourtant leurs nations respectives. La parole ce matin à Hassan Diagne, représentant de l'ONG Reporters sans frontières en Afrique de l'Ouest, Faraka Fainke, président donc de l'Union nationale des journalistes du Mali, Abbas Mahmoud, président de l'Union nationale des journalistes du Tchad, Dieudonné Zougrana, journaliste burkinabé. Vous allez voir, vous allez être bien servi encore une fois. Merci de nous rejoindre avec l'équipe au grand complet ici en studio. Antoine Kourouma, bonjour, bienvenue. Oui, bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Moussaïro, bonjour à tous. Il nous revient. Moussa Moïse Silla. Bonjour Djadja, bonjour à tous. Après un congé de paternité. Congé de paternité là, on va déclarer ça officiellement. Il faut déclarer parce que je trouve qu'avec les 7 jours que j'ai vécu, il faut vraiment donner ça aux hommes. C'est important parce que le petit Yamoussa Moudjib Silla est venu avec beaucoup de force contre moi, donc il m'a colonisé. Contre toi? Oui, je pouvais pas être dans le studio. Comment? Ben, c'est trop long à raconter, mais je trouve que c'est un enquêteur fin. Il est venu avec beaucoup de dossiers qu'il fallait que je gère petit à petit. Ah ben, voilà. Ça ne fait que commencer. Laisse sa mère parler. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour madame, bonjour à tous. Alors on va avec l'actualité. Nous sommes le 3 mai, c'est la journée internationale de la liberté de la presse, bien évidemment. Jacques, on a vu cette déclaration du ministre de la communication qui a été faite. Il y avait une activité qui était prévue ce matin, notamment une table ronde qui a été finalement annulée pour raison de propagation, disent-ils, du coronavirus.
Oui, c'est la raison principale qui a été avancée. Même la haute autorité de la communication qui avait quand même prévu une petite cérémonie, comme le président de la HAC nous le disait la dernière fois ici, va désormais ramener son activité à la distribution symbolique des cartes professionnelles de la presse. Il y a donc la Covid-19 qui est dans notre pays, mais on parle des résurgences. Donc, je crois que c'est un peu la crainte des autorités, ce qui a amené, n'est-ce pas, à reporter la cérémonie. Mais comme moi je l'ai dit hier, je pense que le département pouvait bien s'adapter de façon sobre à la nouvelle donne, et pas une grande mobilisation, mais faire quelque chose pour marquer quand même la journée. Peut-être une table ronde. Si cela pouvait, n'est-ce pas, bien aller, une table ronde ne demande pas 50 personnes, c'est peut-être une dizaine de personnes, et vous avez une communication sur l'état des lieux, et puis les perspectives, puis les problèmes qui existent, parce qu'il y a des problèmes et il faut profiter de cette journée pour en parler véritablement. Parce que la situation, elle est globale. Nous viendrons dans l'analyse tout à l'heure. Les politiques qui font des efforts. Avec lui, le ministre Camara Somparé, on a assisté à la modification de la loi qui désormais... plusieurs lois d'ailleurs, la loi sur la HAC, mais également la délivrance des licences qui ne se fait plus au niveau de la haute autorité de la communication, même si son avis est demandé, mais il faut tout voir avec le ministère de l'information. Aujourd'hui, nous apprenons qu'il y a des difficultés pour certains d'obtenir, n'est-ce pas, ces licences-là. Je sais qu'il y a des conditions souvent qui sont mises en avant, les cahiers des charges, on demande un certain nombre de conditions pour les demandeurs, mais en même temps, s'il y a des complications, on voit qu'il y a certains qui obtiennent facilement les documents et d'autres qui n'y parviennent pas. On peut naturellement se poser des questions. Donc, il y a des efforts qui sont faits de la part des autorités, il y a aussi des limites, il y a aussi des problèmes de la part au sein de la corporation. Je crois que c'est l'occasion plus que jamais de parler de ces problèmes, puisque c'est la journée qui nous est consacrée. Bien. Alors Antoine Kourouma, peut-être une rencontre sobre, ne serait-ce qu'avec les responsables des associations de presse, aurait bien été possible. Oui, nous apprenons qu'il y a pas un dîner, mais un déjeuner de presse prévu ce soir pour la rupture du genre avec le Premier ministre, avec les associations de presse qui ont été conviées à cela. Apparemment, ce sera... Mais cette fois-ci piloté par la primature et non par le ministère de la Communication. C'est sur proposition du ministère de l'Information et de la Communication. Et le Premier ministre Kassori va recevoir ce soir les patrons de presse avec qui ils vont échanger autour de certaines réalités liées à la pratique du métier dans le pays. Ce sera une façon pour le gouvernement de marquer cette journée à travers ce déjeuner, à travers cette rupture de juin. Et Jacques l'a rappelé tantôt, j'aurais bien voulu voir le ministère de l'Information piloter un tel événement, peu importe la nature, mais on aurait dû ne serait-ce que marquer cette journée à travers quelque chose de symbolique, soit au département ou dans un espace public, afin de pouvoir signifier aux journalistes et autres patrons de médias qu'il y a des actions en vue, pour améliorer un peu le travail des journalistes en Guinée. J'ai lu cette déclaration du ministre Camara Somparé. Il y a quelques passages qui ont retenu mon attention. Lorsque, par exemple, le ministre, dans sa déclaration, reconnaît tacitement que les journalistes ont du mal à exercer leur métier en Guinée au regard des conditions qui sont mises en place en Guinée. Et donc, cela, à mon avis, donne espoir au fait que les gouvernants eux-mêmes admettent qu'il y a une certaine difficulté pour nos journalistes de pouvoir travailler au regard des conditions dans lesquelles nous exerçons. Et donc, plus loin, il annonce que certains journalistes qui, de par la mauvaise façon de travailler, ont parfois attaqué des gens en s'ingérant dans leur vie privée, en ne recoupant pas les informations et tout cela. Le ministre, à ce niveau, dit clairement que certains qui n'obéissent pas aux principes déontologiques et éthiques du métier font que souvent la corporation est parfois objet de critiques
Et donc, il promet que des initiatives seront mises en place afin de pouvoir initier les journalistes à certaines formations et tout cela. Je me dis, c'est bien beau, mais dans les faits, il serait important que le ministre agisse de manière concrète. Parce que depuis son arrivée, justement, certes, il y a des actes posés. Oui. Est-ce qu'on peut faire un peu le bilan de certains actes posés en faveur des journalistes? Oui, le ministre Amara Somparé, c'est vrai, son arrivée a suscité un certain espoir chez les journalistes qui ont estimé que c'est un jeune qui vient à la tête de ce département, qui connaît certainement les problèmes que nous traversons. Mais comme ses prédécesseurs, il s'est beaucoup plus accentué sur le travail des médias publics, notamment la RTG 1 et 2. Et à son arrivée, il a promis que Boulbinet allait renaître de ses cendres, ce qui jusque-là tarde. Les grandes gueules. Il a promis que Oroya allait être amélioré en matière de conditions de travail. C'est vrai, le chef de l'État a mis la main à la poche pour que le quotidien Oroya essaie un peu de paraître. À ce niveau, on a nommé de nouvelles personnes, notamment le doyen Koné, qui est devenu responsable à Oroya, l'AGP qui a reçu un peu de moyens, mais le cas le plus alarmant, c'est le cas de la RTG Boulbinet. Boulbinet qui certes a connu une certaine réforme avec des nominations à sa tête, mais dans le fond, il n'y a pas de travail concret. Qui devrait être quand même la radio-télévision mère, parce que tout est parti de là. Justement, mais jusque-là, on nous apprend qu'il y a un partenariat en vue avec Canal+, afin de pouvoir améliorer le programme et former les journalistes. Et également avec des Chinois ou des Turcs, je ne sais pas trop, pour pouvoir changer un peu l'image de cette maison mère. Je me dis qu'il serait important que le ministre, tel qu'il a promis à son arrivée, qu'il concrétise cette promesse afin de pouvoir changer l'image de cette boîte qui, pour moi, n'honore pas la corporation. À la RTG Coloma, à ce niveau également, il y a eu des réformes et tout cela. Mais au niveau de la presse privée, c'est là où, quelque part, le bas blesse, parce que jusque-là, de sérieux problèmes, le ministre a du mal à pouvoir mettre en œuvre des choses auxquelles nous nous attendions, notamment ses relations avec la presse privée. C'est vrai, avec lui, il y a une certaine avancée au niveau des relations, mais au niveau de la formation. Même s'il ne parle pas chez nous. Pas du tout. Pas du tout. Et on aurait bien aimé qu'il fasse une petite déclaration ce matin. C'est triste, mais il y a Ahmed Tidiane, Cheikh Tidiane apparemment, qui va prendre la parole. C'est pas le ministre. Ouais. Alors, Daouda Mohamed, on parle de liberté de la presse. Cette année, dans le classement de Reporters sans frontières, la Guinée avance d'un point selon ce classement. Beaucoup de journalistes, c'est vrai, s'interrogent parce que c'est un classement qui arrive pendant que des journalistes sont encore détenus dans notre pays, notamment le cas du doyen Amadou Diouldé Diallo. Oui, moi je préfère plutôt m'en tenir à ce qu'a dit la dernière fois, par exemple, le doyen Yacine, qu'il n'y a pas de fait concret qui détermine le classement auquel on est aujourd'hui, 109e, 108e, 180e, il faut le dire, mais qui sont ceux qui sont derrière? Qui sont ceux qui accordent les points aux différents pays? Est-ce que ce sont vraiment des éléments qui maîtrisent ou qui sont en contact avec la pratique du métier? Ce sont des questions qu'on se pose. Alors, moi, je vais aller avec le thème, par exemple. Le thème de cette année qui repose sur l'information comme bien public. Lorsqu'on dit l'information comme bien public, ça amène à se questionner. En quoi on est allé à cette thématique qui est l'information comme bien public? Pendant que l'accès à l'information, même s'il y a des législateurs qui permettent l'accès à l'information publique, mais derrière, lorsque vous allez pour accéder à une information, vous allez dans un département, difficile pour vous d'accéder à une information. Les grandes gueules. Ça c'est un fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est vrai que les gens disent que c'est un jeune qui est venu, comme Antoine le disait d'ailleurs, le jeune est venu à la tête du ministère de l'information et de la communication. On s'attendait à beaucoup plus de choses. Ce n'est pas l'âge qui détermine l'efficacité. On peut être très jeune, ne pas être efficace. C'est une analyse qu'il fait. C'est ce que je comprends. On peut être, oui, c'est aussi une analyse que je fais, madame. Alors, on peut être jeune, être efficace, tout comme on peut être jeune et ne pas être efficace. On a vu toute la volonté exprimée par Amara Somparé quand il est arrivé. Il a commencé par s'entretenir avec l'ensemble des structures de la presse privée au point d'aller mettre en place un point focal
d'échange permanent avec la presse privée. Il y a eu beaucoup d'annonces qui ont été faites, notamment dans le cadre d'éventuelles formations à l'intention des journalistes et autres. Et aujourd'hui, on se questionne sur qu'est-ce qui a été obtenu dans ce sens. Ça devait être une occasion de nous dire aujourd'hui, 3 mai, voilà, après la mise en place d'un point focal dans le cadre d'échange, voilà à quoi on est parvenu. Voilà qu'est-ce qu'on a pu faire pour l'effectivité de la liberté de la presse dans notre pays. Voilà comment on a pu améliorer les relations entre la presse privée notamment et les institutions républicaines, mais aussi de l'administration dans sa généralité. Ce sont les différents points, parce que le plus souvent on confond célébration de la journée et bombance, comme on le dit dans le terme, à la fête. On ne vient pas pour faire le point le plus souvent de ce qu'on a comme acquis, des défis qu'on a et comment on va aller vers la levée de ces défis. Ces questions ne se posent pas le plus souvent. Les journées internationales, on vient et les gros discours sont lus et après, ça se limite là. Sinon, ça devait être 3 mai par exemple 2020, 3 mai 2021. Quel a été le chemin qu'on a parcouru? Qu'est-ce qu'on a obtenu? Quels sont les défis? Et voilà comment on va se prendre désormais pour lever les autres défis. Mais aujourd'hui, tout cela, je ne crois pas que ce soit de la réalité, parce qu'on a vu les différents passages des ministres avant même Covid, on a vu les différents passages des ministres. C'est seulement le ministère de l'information et de la communication qu'on n'a pas vu pour le bilan à mi-parcours. Les autres ministres, on les a vus, mais le ministère de l'information et de la communication, je ne m'en rappelle pas. Peut-être que les autres ont vu le passage du ministre. Aujourd'hui, le journalisme professionnel est confronté à un défi. Le défi des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nul journaliste ne peut dire que j'ai le monopole du scoop. Le scoop pratiquement ne semble plus exister parce que chacun est détenteur aujourd'hui du scoop. Il suffit juste que l'événement se passe devant vous et que vous avez la possibilité avec votre téléphone, votre smartphone pour tout de suite balancer l'information. Chacun aujourd'hui est détenteur du scoop. Mais qu'est-ce qui peut faire la différence entre le scoop Non, il y a le scoop, mais aujourd'hui, chacun est capable de donner le scoop. Qu'on soit journaliste ou pas, chacun est capable de donner le scoop. Ça dépend de quel scoop, Daouda. Effectivement, c'est chacun. L'exclusivité n'est plus aux journalistes. Chacun aujourd'hui peut donner le scoop, peut donner l'information, le scoop. C'est ça le terme. Le scoop, chacun peut le donner. Mais le traitement qu'on en fait après, c'est ce qui amène c'est le professionnalisme aujourd'hui qui nous fait démarquer du citoyen lambda dans le traitement de l'information, parce que lui ne traite pas l'information, il donne l'information. À nous de traiter l'information et d'équilibrer, donner l'information vraiment professionnelle, vérifiable et vérifiée, et contrairement à ce que le citoyen lambda peut faire. Mais derrière, qu'est-ce que les autorités, la haute autorité de la communication, le ministère de l'information et de la communication, qu'est-ce qu'ils font concrètement pour briser ce mur entre presse publique, presse privée? Pendant ce temps, on est quand même tous presse publique parce qu'on travaille pour le public. Quand on dit l'information comme bien public. On va partir justement dans Mohamed Kamara sur le thème. Moussa Moïse, alors, information comme bien public, il y a quand même du chemin à faire dans nos différents pays. Quand je parle de nos différents pays ici en Afrique, le bien public, c'est comme si c'est un droit. Normalement, l'information devrait être un droit pour le citoyen. Il devrait poser des questions sur tout ce qui se passe sur la vie de la nation, être informé au fur et à mesure de l'avancée du pays dans tous les domaines de la vie. Oui, Djadja, vous me tendez la perche parce que ça m'amène à cette citation de Voltaire qui estime que tout le monde doit se battre pour la liberté de la presse parce que c'est la mère de toutes les libertés. C'est par là que nous sommes mutuellement éclairés. Que serait le citoyen aujourd'hui sans information? Posons-nous juste la question. Les grandes gueules. Vous n'avez pas les médias traditionnels. Vous vivez dans une société où vous n'avez pas accès à l'information. Que deviendrait notre société? Posons-nous un peu la question. C'est pas possible. C'est aujourd'hui vital. Voilà, c'est aujourd'hui vital parce que vous devenez serviable, vous devenez corvéable à souhait. On peut faire de vous ce qu'on veut parce que vous ne détenez pas le pouvoir.
qui a l'information a le pouvoir. Je trouve qu'on n'a pas besoin de faire un cours sur l'importance de l'information. Mais quand on est dans un pays où le président de la République aime souvent, au détour d'interviews avec les médias occidentaux, affirmer que dans son pays, il n'y a aucun journaliste en prison, quand on est dans un pays comme ça, on se demande réellement qu'est-ce qui est fait en cette journée symbolique du 3 mai. On ne devrait pas avoir de journalistes en prison. On en a 2 en prison. Et ça ne se limite pas à cela. Ça ne se limite pas à cela. Parce que avoir un point, c'est juste avoir un point. Mais est-ce que cela reflète l'ensemble des difficultés que la corporation rencontre sur le terrain? C'est aussi cela le véritable problème. Je trouve qu'on pouvait aller au-delà de toute cette histoire en ayant un président qui a un certain amour pour la presse. Mais il faut pouvoir le dire, il n'a pas d'amour pour la presse. Il n'aime pas la presse, surtout nationale. Il ne nous aime pas. Encore moins la presse privée. Il ne s'en cache pas d'ailleurs. Encore moins la presse privée. Il n'y a pas de journaliste, vous ne menez pas d'enquête. Même si vous menez des enquêtes, il n'en prend pas compte parce que ça a été mené par des gueules qu'il n'aime pas. Donc, du coup, il n'y a pas d'amour. Nous l'aimons bien, nous, mais lui, il ne nous aime pas. Alors, donc, je trouve qu'à ce niveau, il faudrait déjà changer cette donne. Et quand on prend la thématique, l'information bien publique, allez-y demander si le texte sur l'accès aux sources d'information a été promulgué. Depuis le travail. Il a été voté. L'information publique, ça a été promulgué en janvier. Sauf que l'application fait défaut. D'accord. Il y a un problème d'application et un problème de vulgarisation. Alors, a-t-il été publié au journal officiel de la République? Bien sûr. Ce texte, alors, moi je trouve qu'il est encore en souffrance. Je trouve qu'il est encore en souffrance. Mais c'est le soubassement de tout ce que nous faisons aujourd'hui. C'est le soubassement de tout ce que nous faisons. Vous avez 2 constats. Lorsque vous allez dans des ministères publics, vous allez dans des départements publics, à la recherche de l'information, de documents officiels, soit vous êtes vu par un certain public comme étant un journaliste qui vient mendier, ou bien vous êtes vu par celui auprès de qui vous venez de mener. On dit, mais c'est quel espion ça? 2 fois, vous êtes obligé de vous camoufler, d'avoir des chapeaux, des trucs. Voilà, c'est fatigant quoi, en fait. Parce que vous voulez passer inaperçu. Alors que c'est un droit. C'est un droit. Vous ne pouvez pas demander aujourd'hui un document officiel qu'on vous le donne. Et ensuite, lorsque vous déballez tout cela sur votre antenne, on dit que vous n'avez pas recoupé. Moi, je trouve que la journée internationale, la journée mondiale de la liberté de presse, c'est une journée qui permet de rappeler à nos gouvernants les engagements qu'ils ont pris, les États dans lesquels nous sommes, les engagements qu'ils ont pris pour le respect des droits des journalistes. Ensuite, c'est aussi une journée pour nous professionnels de parler de l'éthique professionnelle, de parler de textes qui font de nous des journalistes, qui nous différencient des autres, qui peuvent avoir du scoop, mais qui ne savent pas quoi en faire, qui peuvent avoir du scoop, mais qui ne savent pas comment le traiter, parce qu'il faut savoir aussi comment le rendre. Alors, donc, quand il y a une telle journée aussi symbolique, on ne peut pas comprendre que la Covid-19 soit comment on appelle un prétexte. Non, à mon avis, ça ne va pas. Vous avez dans notre pays un autre variant de Covid-19 qui n'est pas répertorié par les scientifiques. Vous avez le variant britannique. Les grandes gueules. Vous avez le SRAS-CoV-2 qui est connu. Vous avez peut-être un variant sud-africain. Vous avez aussi le B1-617. Les grandes gueules. Qui tue et décimer les Indiens du côté de l'Inde. Vous avez aussi le variant guinéen qu'on appelle la Covid spectacle. Ici, cette Covid spectacle, elle décime tous ceux qui vont à des événements culturels. Mais elle ne touche pas ceux qui vont à des événements sportifs. C'est différent. Donc, ce variant-là, c'est ce variant-là que le ministère a pris en compte pour ne pas organiser ne serait-ce qu'une petite cérémonie symbolique. On ne peut pas comprendre que notre Covid ici soit un virus sélectif d'événements. Je trouve que c'est assez grave. Pour moi, cette justification, ce prétexte ne passe pas du tout. On aurait pu faire quelque chose de symbolique. Parce que les journalistes avaient besoin d'entendre, notamment le ministre de la Communication, sur le cas de nos confrères qui sont en prison. Ils avaient besoin de l'entendre sur les textes qui réglementent notre profession et qui sont souvent violés. Moi, je trouve alors qu'il y a du chemin à faire. Si c'est dans ces conditions-là que nous célébrons cette journée, il faudrait, à nous autres professionnels, il faudrait qu'on se donne la main et qu'on puisse comprendre que ce n'est jamais un acquis définitif, cette question de liberté de la presse. C'est un combat permanent que nous mènerons parce que tout simplement, on nous voit comme des adversaires de l'autre côté. Pourtant, nous ne sommes pas des adversaires. Nous venons nous essayons d'éclairer les concitoyens. Les services qui sont rendus par la RTG, par nos confrères des médias publics, les services qui sont rendus par nous concourent tous
au service public. Nous rendons tous un service public au nom de la nation, au nom de la République. Donc il faudrait revoir cette copie au niveau de nos gouvernants. Au nom de la démocratie, Mafoudia Bangoura, en parlant justement de liberté de la presse, également l'occasion de s'interroger sur les conditions de travail des journalistes dans les différents médias. Ça, il le faut, mais je veux déjà commencer par quoi Moïse a terminé. Pour moi, ce serait même pas logique. On n'est pas des adversaires. C'est une collaboration. Tout à l'heure, il a parlé de ce droit à l'accès aux informations publiques qu'on n'a pas. Et quand on parle de cette journée, c'est justement rappeler le respect des engagements des gouvernants, mais aussi, comme il l'a dit, rappeler le rôle que nous, journalistes, que les hommes de médias doivent pouvoir jouer. Il y a des problèmes de part et d'autre. Je pense qu'il faut tabler dessus. Et quand on parle aujourd'hui de ce que l'État est censé faire, il y a beaucoup de choses. Justement, en parlant de cette liberté, des engagements de l'État, on a par exemple, je veux bien revenir là-dessus parce que pour moi c'est important, quand on prend la délivrance des licences qui n'est plus aujourd'hui au niveau de la haute autorité de la communication et qui se retrouve au niveau du ministère de la communication, il est important que ça soit utilisé à bon escient. On a malheureusement, en parlant des conditions de vie des journalistes, des médias aujourd'hui en Guinée qui emploient des jeunes qui ne sont pas payés. C'est une réalité. Et quand on parle des engagements, c'est à l'État de veiller. Rester dans les médias aujourd'hui, est-ce qu'il y a ce travail de contrôle pour venir voir comment les journalistes sont en train de travailler? Il n'y en a pas. Lorsque quelqu'un, quelque part, a un peu d'argent, décide d'ouvrir une radio ou une télé, est-ce que l'État vient contrôler pour savoir que cette personne a quand même de quoi, en attendant que les annonces viennent abondamment, a de quoi subvenir aux besoins, a de quoi payer les travailleurs? Après, tout ceci concourt à nous amener vers une situation qu'on connaît aujourd'hui. C'est bien beau. Moi, je suis d'accord qu'on nous dise qu'il y a des problèmes. Nous le reconnaissons. Il y a l'autocritique qu'on est censé faire entre nous. Mais en même temps, ce qu'on doit pouvoir savoir, c'est que une presse, si on va dans un pays où on trouve que la presse privée est en parfait accord avec les autorités, c'est que quelque chose ne va pas. Ouais. Parce que, comme on le dirait dans les écoles de journalisme, quand le train arrive à l'heure, ça n'intéresse pas le journaliste. Mais c'est quand ça ne vient pas à l'heure que ça intéresse le journaliste. Donc, du coup, que aujourd'hui, le journaliste aille déterrer et donne des informations, pourquoi on s'entendrait qu'il y ait une entente parfaite, un grand amour entre les médias privés et les gouvernants? Par contre, ce qu'on demande aux gouvernants, c'est de pouvoir respecter leur engagement. Parce que ce sont ces gouvernants qui sont détenteurs, si on veut, qu'ils respectent le droit. Le droit, qu'ils respectent le droit et qu'ils encadrent l'exercice. Parce que lorsque il n'y a pas un meilleur cadre, justement, ça concourt à beaucoup de choses. On accuse beaucoup de journalistes aujourd'hui d'être corrompus, d'être ceci ou de cela. Mais parallèlement, qu'est-ce qui est fait pour garantir à un journaliste un travail décent où il est? C'est compliqué, c'est assez compliqué. Et comme le dit la journée, évidemment, ce n'est pas que pour les médias, c'est aussi pour les gouvernants. Il y a question de se remettre en cause. Le ministre Amara Somparé, il a des initiatives. Il peut faire mieux que ce qu'il a déjà fait. Mais pour moi, c'est l'occasion de l'interpeller. Ce serait déjà de commencer à se défaire de cette posture de quelqu'un qui ne gobe pas tout ce qui vient de la presse privée. Moi, je le constate personnellement, par moment, lorsqu'il fait des sorties, il faut sortir de cela. Je pense que les journalistes ont toujours existé. Les journalistes ont toujours rencontré des problèmes partout. Dans le dernier classement de RSF, il y a par exemple le Gabon qui est bien placé. Allez savoir pourquoi. Pourtant, vous connaissez c'est pour dire aussi... Il y a le Ghana qui est... Les grandes gueules. Exactement. Il y a des éléments. On ne parle pas que de cette liberté, de nous, journalistes, de venir dans le studio de parler ou de l'incarcération des journalistes. Il y a beaucoup d'autres éléments qui rentrent en compte, qui peuvent donner ou retirer des points. Le plus important aujourd'hui, je pense, c'est de se poser les bonnes questions et de se battre pour qu'il y ait quand même un meilleur cadre d'exercice du métier. Ça peut éviter beaucoup de choses, alors que chacun joue son rôle. Bien. On a notre rôle à jouer, qu'on le joue aussi, nous les journalistes. Chacun joue sa partition. Moussa Moïse, avant de te donner la parole, ce message de cet auditeur anonyme. Ce matin, moi, mon coup de gueule va vers les chroniqueurs des GG. Vous nous parlez de célébration de cette journée pendant que cela fait plus de 4 mois qu'aucun ministre n'a le droit de parler chez vous. Le gouvernement, en conseil de ministres, prend une décision d'interdire la parole à tous ces ministres dans les GG. La HAC et les associations de presse, personne n'en parle et personne ne condamne cela. La honte, dit donc cet auditeur. Allez-y, Moussa Moïse. Il a marché sur ma langue, mais je trouve que ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est une décision non officielle. Vous n'allez pas voir dans un
quelconque conseil des ministres où c'est écrit noir sur blanc. Le chef de l'État a ordonné, a enjoint. Oui, non, mais c'est pas officiel. Je veux d'abord lui démontrer cela avant de parler ça de. Ça ne peut pas être officiel quand même. Ça peut l'être. Attends, Moussa Yoro, je finis de développer. Il a enjoint à ses ministres de ne pas prendre la parole dans les grandes gueules. Il l'a fait. Mais puisqu'il y a des ministres dans le gouvernement qui sont épris de paix, qui savent c'est quoi l'importance d'une presse libre dans un pays, ben ces ministres-là ont fait part de cette colère du chef de l'État à certains responsables du groupe Adafo-Média. Ben, lorsque le président... Il y en a qui sont très peinés, les ministres qui sont mal à l'aise avec cette décision. Parce que des ministres qui ne savaient pas que cette décision était vraiment une décision prise par le président de la République, nous avons reçu des ministres, les 2 derniers ministres que nous avons reçus ici, aux dernières nouvelles. Ben, en tout cas, selon les informations qui nous ont été données, ces ministres se sont fait remonter les bretelles par le président de la République. Voilà, il leur a dit, mais c'est Taran et Boubacar Bari. Voilà, pourquoi vous l'avez fait, ainsi de suite. Donc, il l'a dit clairement aux gens. Mais ils n'ont pas osé noter. Mais c'est fait parce que la pratique, elle est là. On écoute les GG tous les jours. Et aucun d'entre eux ne prend la parole. Moi, je trouve qu'on ne peut pas avoir une telle attitude envers les médias et penser qu'on fait seulement cette restriction à ce média. Quand vous le faites à ce média, vous le faites à tous les médias. Vous le faites à tous les médias parce qu'il y a une part de l'information dont vous privez vos concitoyens. Les questions que nous pouvons poser à l'un de vos ministres, ce n'est pas forcément les mêmes questions qu'on pourrait lui poser ailleurs. C'est pourquoi la presse, elle est pluraliste. Au-delà, on n'a pas forcément les mêmes auditeurs et les mêmes téléspectateurs. Même au-delà, même s'ils vont tous ailleurs. Mais vous prenez, on a pris Célou ici. Célou est passé également chez nos confrères. Parce que contrairement à ce que certains pensent, en nous cloisonnant dans une sorte de tranchée de guerre, tel média, tel autre, en faisant une comparaison. Non, nous sommes des confrères et je trouve que plusieurs médias comme ça, dans un espace tel que le nôtre, ça contribue à mettre le citoyen au bain de l'information. Parce que vous avez une information vérifiée, diversifiée, que vous pouvez écouter chez nous, ou vous pouvez écouter à FIM, à Djoma, partout ailleurs. Donc il n'y a pas d'ennemi au fait. Mais si vous pensez que cette presse-là, ce groupe, il faut en faire un ennemi, un adversaire à battre, ben vous faites du mal à vos concitoyens qui perdent une bonne partie de l'information qu'ils auraient pu avoir. Moi, je trouve que ça, c'est une violation. C'est une violation grave. Et ce qui nous a manqué chez nous, et ça, je l'avoue, c'est de ne pas avoir saisi RSF parce que les représentations de ces grandes organisations sont chez nous. Ils ont des journalistes qui sont là et ils mènent des enquêtes sur le terrain avant de donner n'importe quel point au pays. Moi, lorsque j'ai eu des problèmes avec le ministère de la Défense, j'ai été approché par le représentant d'Amnesty, le représentant de RSF. Voilà, donc ils ont demandé des infos, ils ont demandé des documents, des preuves que je leur ai fournis. Donc c'est tout ça qu'ils mettent ensemble pour faire un rapport. Donc on aurait pu, au lendemain de cette interdiction venue de Sékou Touré, on aurait pu saisir ces organisations pour leur faire. Mais c'est important parce que c'est dans les faits. On parle même, s'il te plaît, Antoine, on parle même du passage des ministres, mais ça c'est bien avant les ministres. On a des cadres des services techniques, vous vous souvenez lorsqu'on a eu... Non, on se rappelle par exemple... C'est rallongé partout. Même au parti. Vous vous rappelez lorsque ce monsieur est passé ici pour dénoncer les magouilles au sein de l'administration publique. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour avoir un cadre de l'administration pour répondre ici? Mais non, ils ne peuvent pas parler. Pourtant, on parle de l'information publique. Et là, quand même, c'est quand même une décision qui est prise, officielle ou non. On a un ministre de la communication, par exemple, et de l'information qui aurait pu, par exemple, jouer son rôle. Mais après, quand nous en parle, peut-être ils vont penser que c'est une manière de se lamenter. Mais le journaliste, il n'invente pas l'information. Le journaliste, il cherche l'information. Et qui mieux que les gouvernants pour détenir certaines informations? On les prive et ça n'inquiète personne. On fait de nous des médias qui viennent pour se détruire, alors que comme le rappelait Moïse, vous allez dans un pays aujourd'hui, c'est des dizaines de télé privées. Ici même on est en retard. Mais comme le Guinéen aime un peu les choses limitées, la diversité, voire des problèmes dans tout. Donc on voit aujourd'hui qu'une télé en plus ou une radio en plus, c'est venir détruire l'autre. Non, les autres sont très loin. Ils sont très en avance dans le débat. Je pense qu'il faut nous sortir de cela. Et ceci aussi revient à ces gouvernants. 30 secondes, madame. Avant qu'on ne reçoive notre invité. Bien sûr. Quand même. J'ai un petit mot à dire. Allez, ça ne finira jamais, Antoine. Vas-y, Jacques. Juste un petit mot. Ce que j'ai envie de dire, vous avez
on parlait tout à l'heure de la loi là sur le droit d'accès à l'information publique qui est effectivement adopté, promulgué, mais il est prévu la mise en place des mécanismes de saisine, parce qu'il faut savoir si vous êtes bloqué au niveau de l'administration publique, vers qui il faut aller pour ester. Donc il y a une agence qui doit être mise en place qui en premier lieu doit recevoir, n'est-ce pas, les plaintes des administrés avant de voir si on peut aller vers une juridiction de la place pour contester. Mais l'agence là n'est pas encore mise en place, donc bien entendu on a raison de dire que le processus n'est pas encore terminé. Et puisque c'est les autorités, c'est le même gouvernement qui doit prendre l'initiative, il sait très bien qu'en le faisant, il se verra tout le temps interpellé sur ces questions, parce qu'ils sont nombreux, ces ministres, ces directeurs, qui ne veulent pas communiquer sur leur gestion. Voilà, pour le cas des espaces, il faut aller au-delà de la considération que le parti au pouvoir, parce qu'il y a le gouvernement, mais il y a également le parti au pouvoir, peut avoir vis-à-vis de nous en tant que médias. C'est de dire qu'en tant que média qui exerce dans un service public, dans un espace public, c'est une violation de la loi. Et ça, je crois que ça n'a pas été constaté par RSF, mais on n'aurait pas gagné ce point. Il faut rappeler ce dont a été victime Daouda Camara, ici présent avec Amadou Damaro Camara, le président du Parlement. Je vais le rappeler tantôt parce que ça a été c'est une réalité. Il est allé pour une interview avec le président de l'Assemblée nationale. Il ne veut pas que tu le dises. Qui a accepté l'interview. C'est important de le dire. Oui, ils ont fait la paix des braves. Oui, tu ne veux pas, mais nous on va le dire. C'est une information. Il est allé pour l'interview. Caduc. Accordé. Oui, mais c'est pas caduc, c'est une réalité. C'est une autre journée. Il faut rappeler, il faut faire des rappels. Amadou Damaro Camara, c'était l'interview. Daouda s'est déplacé avec un caméraman pour aller pour l'interview. C'est arrivé sur place qu'il s'est rappelé qu'on lui a enjoint de ne pas communiquer. Kassouri en a fait autant avec Mafoudia Bangoura. Mafoudia qui lui a fait une interview avec lui pour le journal de l'an en 2020. Elle se déplace avec toute une équipe de caméramans et de techniciens. On arrive à son domicile alors qu'il a donné son autorisation. Sur place, il dit qu'il n'est pas autorisé à communiquer. La jeune dame se retourne de manière... La jeune demoiselle. La jeune demoiselle, parce qu'elle n'est pas mariée encore. C'est pas très loin. Elle s'est retournée sans pour autant faire son interview. On en rit, mais c'est pas normal. C'est pas normal. Qu'on autorise, qu'on accorde qu'on fasse un accord pour une interview, et qu'à la dernière minute qu'on dise qu'on ne le fait pas. Dire qu'ils le veulent bien. Il le savait pertinemment. Il le souhaite bien. Mais après, il y a des éléments qui... Ça veut dire que la volonté ne manque pas chez certains de passer chez nous, parce qu'ils reconnaissent effectivement. Par exemple, moi, j'avais échangé avec le Premier ministre. Il ne trouve pas de problème à passer. Mais comme on le dit, c'est un peu... Non, écoutez, il y a des ministres qui sont de bonne foi. Je l'avoue, parce que les informations que j'ai eues sur ce qui s'est passé en Conseil des ministres, je ne les aurais pas eues si ces ministres n'étaient pas peinés. Parce que par la colère qu'ils ont vue ce jour, liée, on dirait que c'était pas une histoire de journaliste. Comme s'il s'agissait d'un ennemi public. C'était extraordinaire. Moi, c'est une question de personnes qui se transforment. Il y a un collègue qui s'amuse actuellement sur ça ici. Il dit on nous prend pour des responsables du retard de la Guinée. Donc allez-y tout ça. L'autre chose que je voulais ajouter. Donc je trouve, je finis rapidement. Je trouve donc à ce stade l'injonction ne s'est pas limitée qu'à l'interdiction de passer, mais aussi des pratiques sont allées dans le sens à demander à certaines sociétés publiques qui communiquaient chez nous de ne pas le faire. Pourtant, je vous le dis, quel est ce journaliste qui peut parler de liberté dans sa profession s'il n'a pas d'indépendance économique? Quelle est s'il n'a pas d'indépendance économique? Vous savez, c'est pourquoi beaucoup d'entre nous, et ça c'est un pied de nez à nos responsables, à nos fondateurs et autres, il faudrait qu'ils trouvent le moyen de payer convenablement les journalistes. Parce que souvent, c'est ce qui fait que certains d'entre nous monnaient une partie de leur liberté qu'on appelle au mieux-disant. Je trouve qu'il y a aussi ce travail à faire. Mais pour nous, pour le cas d'Adafo, mais vous imaginez, il faut que le public soit au courant. Des injonctions jusqu'au niveau de certaines sociétés publiques, de certaines régies, à ne pas... Qui font de la publicité. À ne pas communiquer chez nous. Bien. Voilà. Malgré tout cela, nous tenons bon. C'est vrai, nous creusons, nous cherchons. Antoine Kourouma. Même la simple couverture des événements. On va y aller. On va revenir là-dessus, bien évidemment, dans un instant, après avoir reçu notre premier invité.
L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider tout le monde et de constituer un laboratoire utile à tout le monde. Ici commence l'actualité de la Guinée. Bienvenue chez les GG. Vous nous écoutez à Mamou sur Fraternité FM, c'est la ville Carrefour bien évidemment. Un peu plus loin à Farana, c'est Bambou FM qui relaie cette émission. Merci de nous écouter via nos antennes régionales dans le Kakandé, à Boké, à Kindia, à Zérékoré, mais aussi à Kankan sur la 99. Merci à tous de votre fidélité. La liberté de la presse n'est pas un privilège pour le journaliste, mais un droit pour le citoyen. C'est ce que dit l'UNESCO qui propose comme thème de la célébration de cette année l'information comme bien public, enjeu régional et perspectives. C'est l'occasion pour les professionnels de médias de parler de leur métier. Chaque groupe, chaque grand ensemble peut alors faire l'état des lieux dans son pays ou sa région, noter les progrès et faiblesses. Nous proposons l'émission de ce matin à 2 niveaux. Nous avons déjà un premier invité en studio. Il s'agit de Alpha Kabiné Doumbouya. Il est journaliste, éditorialiste, ancien directeur général de la RTG et donc il est avec nous en studio. Le plaisir de vous recevoir. Bonjour, bienvenue doyen. Bonjour à toute l'équipe. Bien. C'est un plaisir pour moi de me retrouver avec les professionnels de la communication. Très bien. Allez-y Moïse. Doyen, sous quel... Dans le micro, approchez-vous. Voilà. Comment vous abordez donc cette journée mondiale liée donc à la liberté de la presse au regard des restrictions déjà imposées officiellement à cause de Covid-19 parce que nous n'aurons pas de célébration cette année? Bon, il faut dire que la journée de la liberté de la presse, comme un pèlerinage pour un journaliste, c'est le jour solennel pour nous de revoir le parcours effectué, ce qui a été fait, ce qui se fait maintenant et projeté sur l'avenir. Pour moi, c'est une journée exceptionnelle qui me dit qu'un verre à moitié plein est vraiment vide. Ah oui. Voilà. Donc concernant les restrictions, c'est maintenant que je l'apprends. Sinon, on a l'habitude des grandes cérémonies. Je me rappelle encore Blue Zone de Conakry, de Kaloum, où les journalistes se sont retrouvés. On a même distribué des documents sur la loi sur la presse. Si cette année, il y a eu recul, donc vous conviendrez avec moi que le verre est à moitié. Les grandes gueules. Il est à moitié vide, donc à moitié plein. Il n'est même plus à moitié, il est vide complètement. Il est vide. Non, pour lui, quand c'est à moitié vide, c'est à moitié plein, c'est vide. Il faut relativiser parce que voir cette journée dans le contexte guinéen seulement, c'est un peu ternir le caractère solennel de la chose. Depuis 1948 ou 47, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, on a projeté la liberté de la presse à travers l'article 19 des Nations Unies et sur la liberté et l'expression libre du citoyen. Oui, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La Déclaration universelle des droits de l'homme. Et le combat a continué, mais bien avant le siècle des Lumières, il y a eu des penseurs qui se sont battus pour permettre aux citoyens de s'exprimer. Et le combat a continué, il y a eu des entraves, il y a eu des manquements. Et beaucoup de choses sont passées sous le pont. Aujourd'hui, c'est une victoire. Ce n'est pas une victoire acquise comme le couteau dans le beurre. C'est un combat de tous les jours que nous devons mener. Et c'est une conquête que nous devons mener pour avoir cette liberté. D'accord, victoire acquise, doyen. J'ai envie qu'on aille au cas particulier de l'AGP que vous dirigez aujourd'hui. L'AGP... que vous dirigiez. Malheureusement, vous n'avez pas l'information. On vous a débarqué. Non, c'est l'administration. D'accord, vous n'êtes plus en fonction. Il y a beaucoup plus d'instabilité au niveau de l'administration qu'au niveau de la hiérarchie étatique. Parlons de l'état de santé de ces services que vous avez rendus, ou encore de l'AGP où vous avez été responsable. Dites-nous comment se porte-t-elle, étendue à la RTG Boulbiner, au Oroya et tout cela. Dites-nous comment se portent les médias publics aujourd'hui. Les médias publics se portent bien, si nous voulons. J'ai dit que la journée de la liberté de la presse, c'est une occasion pour les journalistes de mener le combat.
Tout récemment, le chef de l'État a parlé de gouverner autrement. La problématique a été posée au niveau des médias. Le regard a été porté sur le fonctionnement des médias publics, dont la RTG. Nous avons réalisé une émission, malheureusement, qui n'est pas passée. Et vous comprendrez que... Et pourquoi les mots, les autorités n'ont pas vraiment apprécié ce qui a été dit à l'intérieur. La liberté de ton Non. L'autocensure peut-être. En tout cas, l'émission n'est pas passée. Mais ça, c'est la censure parce que c'est pas vous qui avez bloqué. C'est vous dire que les médias se portent bien. Ce n'est pas le capital humain qui fait défaut, mais c'est la gestion de la chose qui fait défaut. Aujourd'hui, vous avez dit qu'il y a eu restriction, il n'y a pas d'événement. À la grande surprise, je me pose des questions. Pourquoi? Alors que c'était vraiment notre fête, la fête à nous tous. Hier, le stade était plein. Hein? Et faire le constat, vous êtes sportif, je n'ai pas suivi, et faire le constat de notre parcours. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui a été réussi? Où sont les problèmes aujourd'hui? Mais si on n'a pas l'occasion de se retrouver dans un endroit pour parler de tout ça, je pense que sincèrement, il y a quelque chose qui ne cloche pas. Bien. Et ça se déteint sur la gestion des médias de service public parce que le ministère de la Communication est la tutelle. Bien, le doyen Alpha Kabinet Doumbouya, journaliste, éditorialiste, ancien directeur général de la RTG. Vous l'avez compris, le temps est donné. Nous revenons dans quelques poignées de minutes pour continuer cette émission, pour parler de liberté de la presse, pour parler du 4e pouvoir. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.